Alors on va passer à la séquence suivante. La séquence suivante, c'est une table ronde qui va se pencher sur entreprendre quand on est chercheur ou doctorant. C'est avant tout créer de l'impact sociétal. 2 personnes vont vous parler de ce sujet extrêmement important. Anita Devoisin, directrice de l'entrepreneuriat à Centrale Supélec, et Frédéric Chauffour, qui vont se diriger sur la scène. N'oubliez pas le micro. CEO de Seed in Tech. Je pense que j'ai un nom qui... Merci à vous, vous pouvez nous rejoindre. Ah, vous êtes 3, j'ai donc oublié de citer quelqu'un, je m'en excuse. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. La scène est à vous pour 30 minutes. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Ne laissez pas juste de sièges vides entre vous. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors effectivement, notre première table ronde, c'est entreprendre quand on est chercheur ou doctorant. C'est avant tout créer de l'impact sociétal, mais c'est aussi créer de l'impact environnemental et également économique. Alors, je vais en profiter pour me présenter. Je suis Stéphanie Potok et j'accompagne des chercheurs qui ont un projet de création d'entreprise à partir de leurs résultats de recherche au sein d'INRAE. Alors, qu'est-ce qui motive un chercheur ou un doctorant à se lancer dans l'entrepreneuriat alors qu'il est expérimenté dans la recherche? Et plus largement, qu'est-ce qui va motiver en fait un étudiant fraîchement diplômé à bifurquer des débouchés classiques qui lui sont proposés par sa filière de formation? Alors, c'est probablement pour un tas de raisons diverses, pouvoir peut-être assurer la transition écologique, pouvoir également sauver la planète, nourrir plus de 10 milliards de personnes à l'horizon 2050, également peut-être pouvoir assouvir sa curiosité. Enfin, sans aucune surprise, probablement tout un mélange de plein de raisons. Donc c'est un sujet très très vaste que nous allons explorer ensemble avec nos 2 intervenants. Je vous laisse vous présenter. Honneur aux femmes, Anita. Ok, bonjour, Anita Devoisin. Donc Anita Devoisin, je dirige l'entrepreneuriat de Centrale Supélec et je suis également investisseur dans ce qu'on appelle l'impact investing, donc dans l'investissement d'impact. Et c'est notamment à ce titre que je suis invitée à cette table ronde. Merci, Frédéric. Et bonjour à tous, Frédéric Chauffour, je suis président de Seed in Tech. Donc on développe des traitements d'amélioration de la germination des semences agricoles. Et je suis ex-doctorant à AgroParisTech et j'ai effectué ma thèse à l'INRAE de Versailles. Alors effectivement, Frédéric, avec ton parcours d'ingénieur-docteur, on aurait pu penser que tu allais te tourner classiquement vers une carrière académique ou une carrière dans l'industrie. Mais néanmoins, aujourd'hui, tu es CEO de Seed in Tech. Alors, est-ce que c'est un rêve que tu avais depuis que tu es tout petit, lié à ton histoire personnelle par exemple, ou est-ce que tu as eu un déclic au cours de ton doctorat ou avant? Alors, j'ai pas particulièrement d'histoire familiale. Hein. Mon père avait un potager, comme pas mal de gens, mais c'est tout. C'est plutôt des opportunités, des occasions qui se sont présentées. Si on reprend là-bas, je ne voulais pas faire de thèse et je ne voulais pas faire d'entrepreneuriat. Et ben, aujourd'hui, voilà, j'ai tout fait. Je suis en train de le faire. J'ai eu la chance d'avoir un directeur de thèse, donc Loïc Rajou, qui est professeur à AgroParisTech, qui était très sensible à la recherche appliquée, qui m'a poussé à porter un projet d'entrepreneuriat étudiant. Et donc voilà, et après on est vraiment passionné par un sujet, on développe une technologie, on génère des connaissances et on a envie de pousser tout ça le plus loin possible. Et donc c'est vraiment une histoire de rencontre, des histoires d'opportunités qui m'amènent ici aujourd'hui. Et quel soutien as-tu reçu localement, notamment sur le plateau de Saclay? Vers quel type d'interlocuteur t'es-tu orienté pour te faire accompagner, soutenir également? Parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure avec des hauts et des bas. Hein. Oui, effectivement. Alors, nous, on a suivi un peu le parcours d'une technologie qui sort d'un laboratoire public de l'INRAE de Versailles. C'est un projet qui a été initié en 2016. Donc on a eu le soutien de l'Université Paris-Saclay, le soutien d'AgroParisTech, notamment la cellule valorisation, le soutien d'INRAE, et on a été accompagné par la SAD Paris-Saclay. Donc ça depuis 2017, qui a permis de financer toute la recherche en fait, pour mettre au point la technologie, faire les premières preuves de concept, identifier son marché, une phase qui est très importante.
Et donc voilà, on a su être soutenu par les acteurs du plateau de Paris-Saclay. Et puis aujourd'hui, on continue à être accompagné par des accélérateurs, des incubateurs. On a été accompagné aussi par HEC via la formation Challenge Plus. Donc on s'est vraiment appuyé sur le réseau du plateau de Saclay. Et alors, quand on crée Seedintech, comment est-ce que justement on aborde ce sujet d'impact sur toutes ces dimensions? Est-ce que on l'intègre sur toute la chaîne, à la fois la gouvernance, également le business model? Eh bien, ça va être un peu dans tous les cas, dans tous les domaines, déjà par la base de la technologie. Donc voilà, aujourd'hui on développe une technologie pour vraiment améliorer la qualité des semences. Donc on sait que l'agriculture est dans une phase assez complexe, que ça soit le changement climatique, donc on a besoin de semences, de variétés qui résistent mieux aux conditions plus extrêmes, avec de moins en moins d'eau. Il y a des questions économiques liées aussi avec les crises actuelles, augmentation de l'énergie, augmentation des engrais, des fertilisants. Donc ça fait partie de tout ce lot-là. Il y a aussi la transition agroécologique. Donc on doit produire plus, on doit produire mieux, donc avec un impact environnemental qui est réduit, avec l'utilisation de moins de produits phytosanitaires, de moins d'intrants. Donc ça, on essaie de l'intégrer dans la technologie et donc de répondre à ce besoin qui est formulé par les professionnels des filières de production, les agriculteurs, les semenciers, mais qui cherchent des nouvelles innovations. Donc ces personnes-là, ces acteurs-là sont très ouverts à l'innovation pour réduire l'impact environnemental, pour produire plus. Et puis au niveau structurel de l'entreprise, il y a un côté au niveau, on parlait tout à l'heure avec, Tristan en parlait du côté industrialisation. On travaille en interne pour réduire, nous, toute notre consommation, que ce soit d'énergie, notre consommation d'eau. Et puis après, on essaye au fur et à mesure de venir construire un modèle. On a cette chance-là, en ayant une jeune entreprise innovante, de faire des choix, que ce soit des choix de recrutement, des choix de partenariat, des choix de fournisseurs, essayer de réduire au maximum l'impact environnemental et essayer, par exemple, choisir des fournisseurs français ou européens. Donc voilà, c'est tout un ensemble de petites actions qui, au final, permettent aussi d'avoir un impact assez conséquent sur l'économie, sur la vie de la société. Effectivement, et de pouvoir écrire une très belle histoire avec Seedintech. Anita, je me tourne vers vous, donc, qui avez travaillé dans un fonds d'investissement. Est-ce que vous pourriez nous donner une rapide définition de ce qu'est une start-up à impact versus une start-up classique ? Oui, alors en fait, ce qu'on a entendu là avec les différents témoignages qu'on a eus, que ce soit Tristan, d'autres, également Phoenix, Seedintech, c'est de voir cette nouvelle génération d'entrepreneurs en fait, qui place la recherche d'un impact positif au cœur de l'activité de leur entreprise. Alors, c'est nouveau, oui et non, parce que depuis toujours, on a des entreprises qui ont, pour certaines, une activité qui a un impact positif sur la société. Mais en tout cas, ça devient beaucoup plus systématique dans les réflexions, de réfléchir finalement au rôle potentiel qu'une entreprise peut avoir sur la société, que ce soit au niveau environnemental, au niveau social, ou même au niveau plus large et sociétal. Donc c'est vraiment la recherche de mettre au cœur de son activité la recherche d'un impact positif et d'y travailler et de réfléchir aussi aux décisions qu'on a tout au long de la croissance de son entreprise. Quand elle grandit, on peut avoir des décisions de gestion à prendre et sur lesquelles à chaque fois il va y avoir parfois des trade-offs, enfin des choix à faire qui sont certains pour certains au profit de l'impact et parfois qui peuvent justement faire réfléchir à des notions de rentabilité qui sont parfois un petit peu... si vraiment on veut atteindre un impact, pour certaines entreprises, ça veut dire être capable de lâcher quelques points de rentabilité au profit de cet impact dans certaines situations. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Alors effectivement, en 2021, seulement 19% des startups à impact ont réussi à lever des fonds versus 46% des startups classiques. Donc, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne rassure pas complètement les investisseurs quand on est une start-up à impact. Alors comment est-ce qu'on fait pour construire un modèle qui inspire un investisseur et pour être rentable quand on fait de l'impact ?
Oui, alors c'est vrai que de toute façon, c'est une nouvelle classe d'actifs. Donc ça fait effectivement un petit peu peur pour des acteurs qui n'ont pas cette notion-là. Ce qu'on voit, c'est que pour la plupart des entreprises à impact, quand on les regarde sur le long terme, ce sont des entreprises qui résistent très bien et qui en général performent souvent, pas forcément mieux, mais en tout cas de la même manière et sur la durée, qui sont très résistantes. Donc déjà, ça c'est un critère. Deuxième critère qu'il faut prendre en compte pour les investisseurs de demain, c'est que la nouvelle génération demande ça et que la notion d'impact au sein d'une entreprise devient de plus en plus importante pour attirer les meilleurs talents, pour attirer également ses clients. Donc cette notion d'impact, de toute façon, elle devient très importante et d'une certaine manière, elle va permettre aussi d'améliorer la rentabilité des entreprises. Et il y a certaines études qui commencent à montrer justement que quand on a une meilleure rétention de ses employés parce qu'ils sont justement très attachés à cette notion d'impact et une meilleure attractivité pour ses clients, in fine, c'est bon pour l'entreprise. Donc la notion de rentabilité par rapport à une entreprise d'impact, on peut l'atteindre et quand on la comprend, on arrive à attirer de plus en plus d'investisseurs. Ça, c'est un élément important. Donc je pense qu'on est à un moment où les choses se construisent. Moi, quand j'ai participé à la création de mon fonds d'Impact Investing, on était en 2012, on était 5 fonds d'investissement à faire ça en France. Maintenant, je pense qu'il y en a à peu près entre 20 et 30. La plupart des fonds classiques ouvrent des poches d'impact aussi au sein de leur propre fonds. Donc c'est vraiment un enjeu qui est de plus en plus mainstream, entre guillemets, et sur lesquels effectivement les investisseurs commencent à se pencher. La jeune génération, on la voit, et là je reviens avec ma casquette Centrale Supélec, la jeune génération a vraiment envie de prendre ces sujets et de se servir de l'entreprise comme un outil au service de la résolution des problèmes environnementaux ou sociétaux. Je pense que Tristan ici est un bon exemple, par exemple, en termes de témoignage. Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour enseigner l'impact aux étudiants de Centrale Supélec et les inspirer pour créer ces fameuses pépites à impact? Alors, d'abord, pour moi, le premier objectif, c'est vraiment de les inspirer et de leur donner envie d'entreprendre, quelle que soit l'entreprise. On n'est pas là pour leur dire il faut faire telle ou telle chose, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire en termes de développement personnel par rapport à l'entrepreneuriat. Mais déjà, leur donner envie d'entreprendre, c'est tout simplement leur donner les moyens d'action par rapport à des sujets, des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc c'est déjà un premier pas, ne serait-ce que juste sensibiliser à l'entrepreneuriat, quel qu'il soit. Ensuite, par rapport à la notion d'impact, c'est de toute façon de leur faire prendre conscience que si demain ils sont chefs d'entreprise, ils ont quand même un levier d'action plus important que n'importe quelle autre personne, parce qu'ils vont développer une entreprise qui aura un impact, des externalités positives ou négatives sur la société, sur lesquelles ils ont des leviers d'action. On l'a entendu là, en fait, tout simplement dans ces pratiques process industriels, de réfléchir en termes de RSE aux éléments, etc., pour limiter son empreinte, par exemple, environnementale dans ses process de production ou autres. Donc c'est de leur dire, voilà, si demain vous entreprenez, vous équipez vos salariés, finalement, de les inciter à garder leur ordinateur un petit peu plus longtemps, de ne pas changer les ordinateurs tous les 2 ans. D'abord, ça vous coûte moins cher, tant mieux. Et en plus, d'un point de vue... Voilà, donc c'est plein de petites choses en leur disant, en tant que chef d'entreprise, c'est vous qui êtes responsable des décisions, des options que vous allez prendre. Et à partir de là, vous avez finalement un levier d'action majeur par rapport à ça. Autre élément important en termes de sensibilisation, c'est par rapport à leur propre projet d'entreprise. Ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, c'est de bien s'accompagner. Donc déjà, de bien choisir, de bien partager leurs objectifs d'entreprise avec leurs propres associés pour que tout le monde ait une convergence d'intérêt sur l'objectif qu'ils veulent poursuivre avec l'entreprise, quel qu'il soit. Et au-delà de ça, de s'entourer d'actionnaires, justement lors des levées de fonds ou autres, qui sont en adéquation avec ces objectifs, quels qu'ils soient. Donc d'aller chercher les bons actionnaires qui pourront justement bien les épauler dans leurs différentes phases, leurs ambitions, pour ceux qui ont une ambition internationale, d'aller chercher aussi des personnes qui sont capables de les accompagner là-dessus. Donc c'est vraiment d'essayer de donner une cohérence sur l'ensemble, mais quel que soit leur projet, à partir de là, on peut les sensibiliser, mais c'est pas nous qui allons, c'est vraiment des moteurs très personnels. Et s'ils veulent, entre guillemets, développer une start-up classique, on est là aussi pour les épauler, il n'y a aucun souci. On travaillera plein d'autres sujets avec eux. Bien sûr, tout à fait. On entend effectivement cette notion d'impact à 360 degrés dans la construction de la vision et de la stratégie de l'entreprise, qui est portée par les cofondateurs. Je m'adresse au public maintenant. Est-ce que vous auriez des questions pour Anita ou Frédéric ? Je pense que vos interventions ont été extrêmement claires et qu'elles pourront inspirer
des chercheurs et des doctorants également à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et à pouvoir faire de l'impact via leurs activités. Merci. Voilà pour cette table ronde.